Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Soline Bossis. Je suis la créatrice de la Route des Vins Bio, qui est une entreprise de coaching et de formation pour les vignerons et vigneronnes bio sur toute la préparation des actions commerciales et marketing. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde avec 4 intervenants de qualité. Et on va essayer de répondre ensemble à la question comment appliquer la nouvelle réglementation concernant la liste des ingrédients et la déclaration des valeurs nutritionnelles sur les bouteilles de vin. Donc, on va faire un petit tour de table. Vous allez pouvoir vous présenter. Je vais vous laisser prendre le micro. On a Charles Lombral de ScanTrust, Barbara Iazello de Wine & Spirit GS1 France, Adrien Tréchaud de Dans ma bouteille, Philippe Hugon de Vin Eco. Alors, Charles, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton outil ? Oui, du coup, merci beaucoup. Donc, Charles, société U-Label by ScanTrust. Là, c'est assez fort ? Ok. Charles, société U-Label by ScanTrust. Comme ça s'entend dans le nom, on était 2 entreprises avant, U-Label et ScanTrust. On a fusionné pour rationaliser l'offre et essayer d'apporter la meilleure solution sur le marché. Il y a des entreprises qui ont fondu les plombs entre-temps, etc. Donc ça, c'est entre l'an dernier et aujourd'hui, c'est passé beaucoup de choses. Et maintenant, si je peux dire quelques spécificités sur ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas faire que les ingrédients et les valeurs nutritionnelles, on va faire de la conformité réglementaire au sens large. D'un point de vue digital, on travaille sur les sujets aux États-Unis avec la TTB et d'autres subtilités nationales un petit peu partout en Europe. Et enfin, notre cœur de métier, c'était la traçabilité, l'anti-contrefaçon. Et naturellement, maintenant, avec plus de 3000 clients, je pense qu'on est la solution numéro 1. On va pas faire de favoritisme. On va laisser la place à tout le monde. Merci en tout cas pour ta présentation. Barbara, est-ce que tu peux nous parler de GS1 ? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Barbara Iazello. Je travaille chez GS1 France et je gère toute la filière vin et spiritueux. Qu'est-ce qu'on fait chez GS1 ? Comme dit le nom, c'est Global Standard One. Et c'est une organisation internationale neutre à but non lucrative qui standardise la façon dont on partage la donnée produit. Il y a 50 ans, GS1 France a inventé le code barre. Aujourd'hui, on a mis en place le nouveau standard, c'est le QR code augmenté GS1 qui va remplacer progressivement le code barre. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, pour cette réglementation ? Nous, on donne le standard. On travaille avec les différentes parties prenantes de la filière, comprendre les besoins et adapter ces besoins. Et ce standard, donc ce QR code augmenté GS1, va être mis en place par les offreurs de solutions qui sont ici présents. Donc les vignerons, ils ont le choix de mettre un QR code normal ou ce QR code qui intègre le standard GS1 qui va servir aussi pour l'échange d'informations en B2B et en B2C avec le consommateur, donc les informations réglementaires. Super. Merci beaucoup Barbara. Adrien, est-ce que tu peux nous présenter Dans ma bouteille ? Oui, bonjour, merci. Donc moi je suis Adrien Tréchaud, j'ai fondé Dans ma bouteille en 2017. C'était la première plateforme, j'ai fondé la première plateforme d'information nutritionnelle dédiée aux boissons alcoolisées. Je crois que les premières personnes que j'ai appelées, c'était Yuka en leur demandant ce qu'ils faisaient. Et je trouvais que ce n'était pas normal que dans l'alcool et les boissons alcoolisées, on n'ait pas plus d'informations sur la composition, sur ce qui est utilisé pour concevoir votre boisson préférée. Et j'ai voulu que tout ça change. Donc j'ai créé cette première plateforme d'information nutritionnelle. J'étais la présenter aux députés européens en 2019 et en 2020. Et aujourd'hui, grosso modo, ce qu'on fait est devenu l'obligation réglementaire pour les producteurs qui vendent du vin dans toute l'Europe. Donc c'est le début d'une transparence consommateur auquel on est aujourd'hui tous très attachés. Je pense que hier, les consommateurs n'avaient pas vraiment conscience qu'ils n'avaient pas accès à un certain nombre d'informations. Les producteurs, eux, étaient plutôt emmerdés de le faire. Maintenant, on essaye d'aligner un petit peu tout le monde pour que les producteurs produisent et les consommateurs consomment tout en ayant les bonnes informations. Super, merci. Philippe, est-ce que tu peux nous présenter Vin.co ? Écoute, avec grand plaisir. Moi, je m'appelle Philippe Hugon. Donc, je suis fondateur d'une plateforme qui s'appelle Vin.co. Plutôt dans une culture marketing. Depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, on anime et on développe cette plateforme qui permet aux gens de la vente, de la communication et du marketing de créer leurs fiches produits, les enrichir avec tout ce qui est
on appelait ça à l'époque multimédia, donc des éléments visuels, notes de dégustation, etc. Et d'avoir une plateforme unique où ils centralisent toutes ces données. Et ce qui est magnifique avec le digital et ce type de solution, c'est que vous rajoutez une médaille ou vous modifiez une information et ça va pouvoir l'envoyer à tous les endroits où c'est synchronisé, depuis votre site e-commerce, un site web, une place de marché, un partenaire en grande distribution. Donc c'est d'une grande aide pour construire des marques fortes. Et on a intégré forcément cette dimension réglementaire qui est un peu enfin, c'est attendu, il fallait le faire, mais ce n'était pas forcément intégré dans le discours marketing et commercial. Donc on a aussi ajouté ce volet réglementaire. Se rajoute aussi de plus en plus, on est quand même champion en Europe de la réglementation, on peut s'en féliciter. Donc se rajoute aussi maintenant la consigne de tri, la durabilité, la machin, etc. Donc on rajoute toutes ces données qui viennent et qui doivent, aujourd'hui, pour moi c'est un des grands enjeux sur lesquels on travaille, se dire comment aujourd'hui je vais assembler tout ça pour que ma présentation en tant que commercial, ça ne soit pas juste, je vais vous faire goûter un vin rouge qui fait 79 kilocalories, qui puisse rajouter un discours et que quelqu'un, quand il parle aussi du produit, même si avec la loi E20 on ne peut pas parler de plaisir, puisse aussi répondre à cette question de voilà, combien ça fait de calories et d'être capable de construire un argumentaire là-dessus. Voilà, c'est ce qu'on fait chez Vinco. Et avec un peu plus de 3000 clients, et donc on est aussi numéro 1. Nous n'avons que des numéros 1 ici, sachez-le. Adrien, on est conforme, nous. Adrien, j'avais une question. Est-ce que tu peux nous partager vraiment c'est quoi cette réglementation pour qu'on reprenne les bases pour tout le monde? Oui, alors, depuis une quarantaine d'années, le règlement FIC impose aux producteurs de l'agroalimentaire d'indiquer sur leurs emballages leur composition et leur valeur nutritionnelle pour 100 millilitres. Donc ça existe depuis 40 ans sur les paquets de chips, sur les paquets de Kellogg's Cornflakes, et on a l'habitude de les voir un peu partout sur leurs produits. Et les boissons alcoolisées échappaient à cette réglementation-là. Il y en avait d'autres, et bien sûr ils sont soumis à d'autres obligations, mais en tout cas celle de communiquer leur composition, ils ne l'avaient pas. Voilà. Et cette nouvelle réglementation vient simplement mettre à jour les vins et vins aromatisés dans cette obligation d'information au consommateur de sa composition. Voilà. Alors avec une petite exception, parce qu'il y a quand même toujours une exception, et celle-là est peut-être une opportunité, on en reparlera avec mes confrères, mais c'est qu'on a le droit de le mettre sur l'étiquette. Donc on a le droit d'indiquer sur l'étiquette de la bouteille de vin ingrédients, raisin, pour s'arrêter là. Mais on a aussi le droit de le faire à travers un système numérique. Donc le QR code, par exemple, ou une puce NFC ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on peut avoir accès à ces données nutritionnelles via son téléphone. Et ça, c'est une première mondiale. C'est la première fois au monde qu'un produit est autorisé à communiquer des informations réglementaires via un système numérique. Donc on en est là aujourd'hui et c'est cette porte-là qui s'ouvre. C'est vraiment ça la nouveauté, même si on pouvait le faire avant sur les étiquettes, ça va être le côté numérique. On est à la Wine Tech, ça tombe bien. Maintenant, j'ai une question pour Charles. Pour toi, quels ont été les plus gros défis depuis la mise en place de ce vote, de cette législation en 2021, si c'est bien ça? Ça a été quoi les plus gros défis pour la filière? Alors, il y a beaucoup de défis. Parmi les défis, je dirais, on est dans un contexte d'incertitude juridique et légale. Donc, il y a un texte principal qui a été publié en 2021. S'en est suivi un acte délégué, puis tout un tas de clarifications, de Q&A, d'allers-retours. Avec, il faut savoir, l'Europe qui fait la loi et la répression des fraudes à l'échelle nationale qui a pour responsabilité d'interpréter, d'appliquer, avec des interprétations qui sont là aussi différentes. Une fois n'est pas coutume, l'Europe du Nord beaucoup plus stricte, l'Europe du Sud beaucoup plus flexible. Et ce contexte d'incertitude a été très difficile de travailler dedans, de naviguer. Ensuite, il y a les différentes typologies d'acteurs dans le vin, le producteur, le négociant, le vigneron indépendant, l'entreprise familiale, le grand groupe. Donc arriver à avoir une solution pour chacun de ces profils. Et enfin, le plus dur, je dirais, c'est que par-dessus la couche européenne, il y a des strates nationales qui s'empilent. On va avoir la consigne de tri en Italie depuis 2 ans, la consigne de tri en Espagne depuis décembre, qui est autorisée à être digitalisée. On va avoir des mentions légales en Autriche, des mentions légales en Allemagne.
Des pays non européens qui demandent à suivre les règles européennes. On parle de la zone de libre-échange qui comprend la Norvège, le Liechtenstein, l'Islande et la Suisse, par exemple, avec des langues qui leur sont propres. Donc, je dirais que pris séparément, il n'y a que des choses assez simples. Mis bout à bout, ça devient un véritable chantier, un véritable métier. On s'étonne toujours d'avoir des solutions gratuites sur le marché quand on voit tout le travail qu'il faut fournir. Mais voilà, du coup. Okay. Donc on voit que la France, on aime l'administration et ouais, l'Europe. Barbara, pour toi, quelles sont les principales implications de cette nouvelle règle pour les producteurs et les distributeurs de vin? Alors déjà, collecter et mettre ensemble une donnée, une information produit qui n'existait pas. Donc c'est une nouvelle réglementation. Il y a les différents métiers qui doivent se mettre ensemble. On pense à l'énologue qui met les ingrédients. On a aussi la qualité qui rentre en jeu. On a aussi le marketing, parce que si on décide donc de digitaliser l'information réglementaire, il y a un QR code qu'il faut placer sous la contre-étiquette. Donc voilà, c'est tout un enjeu de créer, de collecter cette nouvelle donnée à partager avec le consommateur. L'enjeu aussi, il a dit Adrien, c'est une première, donc c'est le premier secteur de l'agroalimentaire à pu donner cette possibilité de digitaliser l'information. Donc il faut qu'ils réussissent dans cette mise en conformité, sinon il y a un risque qu'on retourne en arrière et devoir mettre toutes ces informations en clair sur une contre-étiquette. Et pour les distributeurs, c'est quoi l'enjeu? C'est eux aussi doivent partager cette information aux consommateurs avant l'achat du produit. Donc, est-ce que je mets en place la liste des ingrédients? Est-ce que je mets des QR codes qu'on peut scanner? Et c'est là que nous, chez G100, on dit, et on travaille énormément avec tous les offreurs de solutions, utiliser un standard, ça existe, pour partager avec tous les différents opérateurs l'information produit. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette question? Parmi les challenges, c'est vrai que l'interopérabilité entre les systèmes d'information, c'était quelque chose de très compliqué. Et merci GS1 d'offrir un langage commun qu'on essaie d'adopter. Super. Philippe, j'ai une question pour toi. Pour beaucoup de producteurs, cette obligation d'afficher la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle, ça représente une contrainte administrative. Je ne sais pas s'il y a des vignerons, mais on le sait. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi cette évolution, elle peut quand même être une opportunité pour la filière? Le verre à moitié plein. Voilà. Restez positif. Oui, c'est sûr que c'est une contrainte parce que ça fait du boulot en plus. Ça peut créer des divisions, c'est un peu la patate chaude. Nous, on a pu le voir. Je pense que tous, on a pu voir que dans les différents services, c'est qui va s'en occuper, qui de l'étiquette, qui du marketing, qui de la qualité. Moi, ce que je trouve intéressant, sans vouloir jouer la méthode clé, c'est que finalement, c'est assez en phase. Il ne faut pas oublier que cette réglementation, OK, on est en Europe où on veut absolument faire des règles, mais finalement, c'est en phase avec ce besoin que les consommateurs ont en termes de transparence. C'est ce que disait Adrien. Les applications comme Yuka, que vous connaissez bien, et maintenant dans ma bouteille, finalement, les gens ont aussi envie de savoir ce qu'ils ont dans leur bouteille. Okay. On a aussi cette tendance de fond des gens qui vont sur le sans-alcool, parce que moins de calories. Donc finalement, ces sujets-là qu'aujourd'hui, on essaye dans une boîte de se dire... je ne vais pas prendre ce sujet-là en disant l'information nutritionnelle, c'est pour les gens de la qualité, ce n'est pas mon problème. Moi, je continue avec mes arguments de vente ou moi, je continue avec ce sujet. Mais finalement, c'est une occasion de se mettre aussi autour de la table. Un commercial, il va avoir à répondre à un distributeur sur « Et au fait, toi, dans ta liste d'ingrédients, il y a quoi là des nitrates, c'est dégoûtant. » Non, c'est normal, je vais t'expliquer un petit peu dans la vinification. Des choses qu'il n'a pas forcément l'habitude de traiter dans le discours, du coup, il va monter en compétence là-dessus. Les gens de la qualité, ça peut faire aussi que, moi je l'ai vu dans les projets, je pense qu'on l'a tous vu, c'est les gens qui sont les plus rapides sur ces sujets-là, parce qu'ils l'ont, l'information, d'accord ? Par contre, on va aller créer une fiche avec cette information-là, mais c'est quoi le nom du vin ? C'est pas juste un jus qui sort d'une cuve, donc il faut aussi se mettre en cheville avec les gens du marketing et de la vente. Donc j'aurais dit, pour essayer de synthétiser,
que l'opportunité, c'est de faire que dans l'entreprise et dans notre métier, le vin, ça fait l'occasion de se reposer la question ensemble par rapport justement à l'évolution des attentes des consommateurs. Comment je peux construire un bon discours commercial en partant de ces informations-là où j'ai peut-être pas spontanément envie d'être transparent, mais finalement, je vais être capable de l'intégrer, de le défendre. Nutella arrive très bien à continuer à vendre du Nutella, malgré tout ce qu'il y a dedans, on est bien d'accord. Et dans le vin, on peut aussi parler des choses, et puis ça offre aussi un nouveau territoire. Les gens de la qualité aussi, de s'intéresser en termes de conception aux produits sur lesquels il va y avoir des marques qui vont se construire. Bref, d'avoir un travail en commun autour de ce sujet-là, plutôt que de segmenter en se disant c'est pas mon problème. Adrien, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, rapidement. C'est vrai que ça me faisait réagir parce que vous avez l'exemple de l'aspartame, par exemple, pour le Coca-Cola. Ça fait des années qu'ils utilisent l'aspartame. Et un jour, il y a quelqu'un qui se saisit du sujet et qui dit « Mais attendez, en fait, c'est mauvais. » Et donc, en fait, l'information, le fait qu'elle soit disponible, ça n'en fait pas une bonne ou une mauvaise information. Ça fait progresser les gens qui se posent des questions. Ça fait aussi, à un moment, monter les consommateurs sur un engagement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de participer au changement ou est-ce que je m'en fous? Et cette transparence, en fait, ce que ça amène, c'est la liberté. La liberté du choix, la liberté de produire, la liberté de consommer. Et finalement, dans cette liberté, dans cette sensation de liberté, c'est une relation avec le consommateur que le producteur crée. Et il n'y a pas un autre produit au monde où le mec, et c'est le même, je dis mec, mais c'est la même personne qui cultive la terre, ramasse le fruit, transforme le produit, met en bouteille et vend directement à son consommateur. Donc il n'y a pas un meilleur produit finalement pour être transparent à un niveau beaucoup plus important que les chips ou les pâtes Panzani qui sont produits en Afrique du Sud, qui sont transformés en Roumanie et qui sont vendus avec un drapeau italien dans nos rayons. Et on a tous l'impression d'acheter italien alors que c'est plus du tout italien. Donc quelque part, c'est une difficulté parce qu'on n'est pas habitué. Mais en fait, pour moi, c'est une difficulté qui va faire basculer le consommateur, notamment jeune. Je pense que pour les plus de 50 ans, c'est foutu. Mais pour les plus jeunes, ça va les faire basculer vers une autre grille de lecture. Et je pense pour un monde un petit peu différent. Est-ce que quelqu'un veut rajouter sur les avantages pour le consommateur, vu qu'on est sur cette transparence On parle du producteur, les inconvénients, les avantages. Et là, pour un consommateur, c'est quoi l'avantage? Il a parlé de la transparence. Parmi les avantages, pour moi, c'est quelqu'un qui est malvoyant, qui n'arrive pas à lire une étiquette écrite tout petit sur son téléphone, serait un peu plus adapté. On va récupérer la langue du téléphone pour traduire. Donc, voilà, il y a un touriste norvégien qui passe à la propriété, il scanne, on lui affiche en norvégien. Et c'est pas encore utilisé, mais on a un partenariat avec Zapar qui fait Zapvision. C'est des QR codes pour les gens visually impaired qui ont des problèmes de vue, cécité, aveugle ou autre, qui fait qu'à 2 mètres de distance, on arrive à détecter qu'il y a une bouteille de vin, puis il y a un petit sonar qui se met en place pour se rapprocher. Et à la fin, on peut scanner le QR code et avoir la liste des ingrédients qui est lue avec un voice-over. Et encore une fois, c'était des infos qui n'étaient pas accessibles à l'époque à ces personnes, donc l'inclusion. C'est super. Ouais, bravo, c'est très bien ça. Avant de passer à vos questions, j'en ai une dernière pour vous tous. C'est est-ce que vous pouvez nous partager un exemple concret que vous avez mis en place avec un producteur, un distributeur, que vous nous expliquiez un petit peu cette démarche avec un client, un cas concret. Ouais. Vas-y, Barbara. Je vois que dans l'Assemblée, il y a Pauline, des vignerons de Puisseguin-Saint-Émilion, qui l'a mis en place, et avec des QR codes GSA. Et donc, voilà, typiquement, là, c'est une démarche où on travaillait ensemble, en pilotage, la direction, le marketing en prise en main vraiment du projet, pour faire que, oui, le QR code qui est mis sur la contre-étiquette, vous pourrez aller sur leur stand et goûter, c'est Attachante, un nouveau rouge qui se boit frais, qui est vachement agréable, en Puisseguin-Saint-Émilion. Et en fait, c'est vrai que ça a mis du temps. On ne va pas dévoiler tout comment ça s'est passé, mais c'est vrai que ça a mis du temps en interne pour se coordonner sur où est-ce que je prends l'information, parce qu'il y a aussi des produits où, ce que j'ai appris, moi que je ne savais pas du tout, je suis désolé de passer pour un novice, pourtant ça faisait un petit paquet de temps, c'est une même cuve ou un même vin
Vous allez probablement faire une mise en bouteille en janvier, et puis une autre mise en bouteille en juillet, et puis une autre mise en bouteille en septembre. Et du coup, vous faites quoi? Vous faites 3 QR codes différents, ou votre liste d'ingrédients, ou les valeurs, elles peuvent changer. Donc il y avait tous ces sujets-là aussi à régler d'un point de vue très, très opérationnel. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a des acteurs à maturité sur... On est capable de faire un QR code, on est capable de gérer une page qui met à jour. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une majorité d'acteurs sérieux sur le sujet, donc c'est plus trop compliqué, si ce n'est de choisir par affinité, traçabilité, transparence, marketing. Mais il n'y a plus trop de difficultés techniques aujourd'hui dans le choix des acteurs. Par contre, dans l'organisation, effectivement, c'est dans le détail, à quel moment j'ai l'information de la cuve, est-ce que je mets un ou deux QR codes, est-ce que je le fais évoluer, est-ce que je relie ça à une information commerciale. Donc c'est quand même un processus qui est long, même si la solution technique, ça peut se faire en un claquement de doigts. Dans l'organisation, ça amène des changements, des collaborations, des évolutions, et ça va continuer sur les 3-4 ans à venir, forcément à évoluer. Plus d'autres sujets que vont nous apporter les pays à l'export, qui vont aussi avoir probablement d'autres façons de voir se formuler ces données nutritionnelles. Donc c'est vraiment un accompagnement main dans la main Ah oui, ça prend du temps. Du temps. Ok. Est-ce que quelqu'un voulait partager un autre exemple? Je continue sur l'exemple de Philippe. Toute l'année dernière, on a travaillé avec un gros groupe Carrefour et leur marque MDD pour... il y avait comment pouvoir, sur un même vin, même millésime, distinguer deux différentes mises en bouteille, donc, qui vient du coup du même millésime, mais je mets mon vin en bouteille en janvier et alors il faut que je le distingue de celui que je mets en juin. Donc avec tous les offreurs de solutions, on avait changé pas mal et la qualité pour trouver des solutions. Donc je trouve que l'année dernière, on a bien travaillé tous ensemble pour avancer, voilà, notamment donc, sous le standard, dire on utilise ces spécifications techniques et essayer maintenant, là, tout devra être en place pour automatiser, rendre ça, et la collaboration, surtout, comme on l'a dit, entre la qualité, le marketing, aussi les équipes data, parce qu'il faut structurer cette nouvelle donnée aussi en interne. Donc voilà, c'était un beau travail de tous les différents métiers. Et j'ai peut-être juste un dernier exemple que j'adore, excuse-moi Charles, sur cette partie-là. En fait, par exemple, là je viens d'expérimenter avec un producteur qui fait de la consigne. Donc les bouteilles sont consignées. Et moi, j'ai mis un petit lien en partenariat avec France Consigne. Donc, quand le consommateur scanne son QR code, il a les données nutritionnelles et il va retrouver en un clic l'endroit où il peut ramener la bouteille de verre le plus proche de lui. Et je pense que ça, c'est des évolutions qu'on peut vraiment envisager, c'est-à-dire, j'allais le dire en anglais, mais c'est d'avoir quelque chose, un environnement qui se met en place pour permettre à chacun de mieux trier. Et voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres et Charles a donné déjà. Non, c'était juste. Je suis curieux de savoir comment tu géolocalises en étant conforme à la RGPD, mais. Ça, je veux bien te montrer après. Et c'était pour rebondir sur l'exemple de Barbara, du coup, le groupe Carrefour, qui est notre client, qu'on est ravi d'avoir accompagné dans cette démarche et cette problématique de distribution omnicanal, avec des centres commerciaux en Europe, hors Europe, de la vente en ligne, de la vente hors ligne. Il se trouve que Carrefour, à travers Maison Jeunesse Boubet, et aussi producteur. Donc ouais, c'est des clients qui nous font travailler.